Alors, le temps tourne, hein, j'avais 1000 questions, 1000 œuvres à évoquer, mais ça fait partie des règles. On va peut-être terminer sur une pièce. Ce n'est pas forcément la plus visible dans ton travail, mais il y en a une qui m'a tout particulièrement parlé. Je continue les allers-retours dans le temps. C'est la captation Wargame 2012. Je crois que c'est un jeune combattant. Non, oui, c'est ça, un jeune combattant qui joue à un jeu vidéo de FPS. Alors qu'il est dans cette situation-là, possiblement la veille, peut-être le lendemain, peut-être va-t-il y rester. Et finalement, il est au repos. Ce qui d'ailleurs m'a évoqué, ça n'a rien à voir, mais j'avais été visiter il y a longtemps les locaux d'une entreprise de jeux vidéo. Et les bêta-testeurs qui, toute la journée, testaient des jeux vidéo, possiblement de FPS, à la pause déjeuner, ils jouaient. Là, je me suis dit, il y a un truc. Mais là, ça m'a renvoyé aussi à ça. C'est-à-dire, il y a 1000 façons de le voir. Mais je trouve symboliquement, il y a quelques artistes. Il y a Haroun Farouki qui a aussi travaillé sur le jeu vidéo et la guerre. Mais là, on est... Cette image de ce combattant jouant au combat qu'il vit, elle est très forte. Alors effectivement, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, cette relation entre jeux vidéo et zone de guerre, cette confusion entre réel et fiction, depuis bien longtemps. Hein. D'ailleurs, ça faisait un moment déjà que je travaillais dessus quand j'ai découvert l'œuvre d'Haroun Farouki, qui date de quelques années après, mais j'ai commencé à travailler dessus en 2007. Dans une installation vidéo, on voit une personne qui se déplace dans des souterrains avec une arme à la main, comme ça. Et en fin de compte, ce qui m'a amené à m'interroger sur cette relation entre jeux vidéo et zone de guerre, c'est le fait que moi-même, j'avais beaucoup joué à ce type de jeu, donc qu'on appelle FPS, First Personal Shooter, quand j'étais au lycée. Alors c'était Counter-Strike, c'était Doom, c'était ce genre de choses à l'époque. Et j'ai beaucoup joué à ce type de jeu. Et puis, en voyageant un peu, je me suis aperçu qu'il y avait des gens un peu partout dans le monde qui jouaient à ce type de jeu. Mais j'ai toujours vu ça un peu comme une sorte de fantasme d'un ailleurs, une sorte d'exotisme de la guerre. Et puis, en 2006, quand j'étais en Colombie, j'étais dans un village qui était contrôlé par la guérilla des FARC. Donc, en 2006, il n'y avait pas de traité de paix avec la guérilla des FARC. Hein, les combats étaient assez violents. Et donc j'étais dans un village contrôlé par la guérilla des FARC. Je m'intéressais justement à cette guérilla. Et depuis ce village, on entendait régulièrement des tirs, parfois des explosions. Et je suis tombé sur des gamins qui devaient avoir 12, 13 ans, un truc comme ça, qui étaient en train de jouer à Counter-Strike. Et là, je me suis dit, mais attends, ces gamins, ils ne sont pas dans le fantasme d'un ailleurs ou un quelconque exotisme de la guerre, en fin de compte. Ces gamins, la guerre, ils la vivent au quotidien. Et pourtant, ils jouent à Counter-Strike, ils jouent à la guerre. Et en fin de compte, leur première approche de la guerre en tant que combattant sera à travers le jeu vidéo. Et là, ça m'a fasciné. Et du coup, j'ai commencé un long travail d'enquête sur les relations entre jeux vidéo et zones de guerre. Et je me suis aperçu que il y avait beaucoup de forces armées qui développaient leurs propres jeux vidéo. Je pense par rapport à, par exemple, l'armée américaine qui avait développé un jeu vidéo qu'on pouvait jouer gratuitement en ligne. Et régulièrement, il y avait un lien sur le site goarmy.com pour recruter, donc le site de recrutement de l'armée américaine, mais également des simulateurs utilisés pour l'entraînement des soldats, où les soldats tirent sur des écrans. Donc j'ai été dans pas mal de salons d'armement, de choses comme ça, pour voir les différents types de simulateurs qui étaient proposés. Et c'est assez fascinant de voir cette confusion qui existe entre réel et virtuel, de voir par exemple les pilotes de drones. Alors quand j'ai fait ce projet, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc on est au début des années 2000, donc à l'époque on pense aux pilotes de drones américains qui faisaient des bombardements au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan. Qui passe sa journée au Yémen et qui ramène un litre de lait quand il rentre chez lui. Et c'est ça, et qui sont dans des bases américaines aux États-Unis. Bien sûr, oui. Qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais mis les pieds sur une zone de guerre, voire n'ont même jamais quitté le territoire américain.
et qui, à travers leurs écrans, vont tuer... Qui n'auront été que en téléprésence sur le théâtre de guerre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, chez certains de ces soldats, on va voir apparaître des traumatismes post-conflit. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'avais trouvé assez fascinant, c'est cette confusion qui existait. Et donc, j'ai fait plusieurs projets dessus. Et en fin de compte, quand j'étais en Syrie en 2012, ça faisait déjà pas mal d'années que je travaillais sur le sujet. Et en fait, on était 2 jours après la bataille de Bab el-Awa, qui avait été une bataille particulièrement difficile, où les rebelles avec qui j'étais avaient attaqué une colonne de chars du régime de Bachar. Et je suis tombé sur un des combattants qui était en train de jouer à Counter-Strike. Juste à côté de lui, il avait l'arme qu'il avait utilisée pendant la bataille, qui est la même arme qu'à un moment donné, il utilise dans le jeu aussi. Et en fait, à plusieurs reprises, il va faire des parallèles entre le jeu et la bataille qui s'est déroulée 2 jours plus tôt. Et je trouvais ça assez fascinant. Ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Mais j'étais là à ce moment-là, et donc du coup, je lui ai dit, ça ne te dérange pas si je te filme en même temps que tu joues? Il m'a dit, non, pas de souci, donc je l'ai filmé. Et c'était assez fascinant, justement, ces parallèles entre fiction, réalité, et cette confusion, en fait, que je trouve extrêmement intéressante. Et je suis très heureux il faut qu'on termine avec ce qui apparaît comme presque un détail dans ton travail, hein, mais en même temps qui dit tout de ton travail, et tu le dis très bien justement sur cette arme et cette copie d'arme, sur la réalité, une forme de réalité, puisqu'il faut quasiment dire qu'il y en a plusieurs, et un jeu avec, qui est une forte tendance aujourd'hui, qui est le FPS. On termine toujours avec une question que je qualifie de secrète, hein, et bienveillante. Aujourd'hui, je sais que tu enseignes pas véritablement, mais tu fais des workshops et tu donnes beaucoup de conférences. Donc tu transmets aussi, ça fait partie de ta pratique artistique quasiment, hein. Il y a la recherche avant, il y a la conférence après, la transmission, il y a le temps de création des images, mais qui est certainement très court par rapport à tout ce qui l'entoure. Si tu avais aujourd'hui un conseil, un point de vue, une idée, quelque chose que tu veux aujourd'hui, là on a balayé l'histoire, mais je parle d'aujourd'hui, 2025, un message à faire passer, possiblement à un jeune Émeric Luisset d'il y a quelques années qui voudrait se lancer dans l'art contemporain avec un regard justement géopolitique, hein, c'est le titre sans doute qu'on utilisera, art et géopolitique. Si tu avais quelque chose à dire, peut-être à la jeune génération qui voudrait se lancer dans un travail comme celui-là, quel conseil tu donnerais? Après, c'est pas évident parce que, en fin de compte, chaque génération aussi s'est construite sur son époque. Moi, je fais partie de la génération qui s'est construite avec le 11 septembre 2001. Ouais. Ça a été pour moi l'entrée dans l'âge adulte. Quelqu'un aujourd'hui de 20 ans se construit dans autre chose, avec d'autres conflits. Et donc, il aura un autre regard. Et donc, du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est justement de ne pas essayer de faire du sous quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est d'être soi-même. Et en fin de compte, de ne pas forcément se soucier ce qu'ont pu faire les autres soi-même à son époque. C'est important de le connaître, mais de savoir voilà, dans quelle époque on vit aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut raconter de l'époque dans laquelle on vit. Roland Barthes dit chacun sa mythologie personnelle, et en fin de compte, c'est ça, une œuvre, on la construit par rapport à notre vécu, par rapport à notre histoire, par rapport à ce qui nous entoure, et chacun va faire sa propre construction et va faire sa propre œuvre. Et en fin de compte, l'art, c'est vraiment la métaphore de la société dans laquelle il s'inscrit. C'est pour ça que faire de l'art à l'époque des impressionnistes, c'est pas pareil que faire de l'art au début des années 2000, c'est pas pareil que faire de l'art aujourd'hui. Mais le point commun, c'est documenter le monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Émeric. Merci.